Bruno Fulini, bonsoir. Vous êtes historien, auteur de L'affreux du Panthéon aux éditions de la Table Ronde. Alors, on vous invite parce que dimanche, Simone Veil entre au Panthéon. Ça veut dire quoi? C'est presque une expression d'ailleurs, entrer au Panthéon. Et sur quels critères on y entre? Entrer au Panthéon, c'est entrer dans la mémoire nationale, puisque c'est le temple des grands hommes. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, telle est l'expression qui est gravée à son fronton. C'est la fonction du Panthéon depuis 1791, à la mort de Mirabeau, même s'il y a eu quelques éclipses. Et comment y entre-t-on? Eh bien, au départ, il fallait un vote du Parlement. C'était une loi qui décernait les honneurs du Panthéon à une personnalité. Ça a changé avec la Ve République. En 1958, c'est devenu un pouvoir du président de la République. Souvenons-nous de Jean Moulin, avec le célèbre discours de Malraux, c'était une décision du général de Gaulle. Alors, Simone Veil sera accompagnée dimanche de son mari. Il y a beaucoup de couples comme ça qui sont enterrés au Panthéon? Beaucoup non, mais ça n'est pas une première, puisqu'en 1907, le chimiste Marcellin Berthelot, qui est décédé à 24 heures d'intervalle avec sa femme, a été enterré en couple, si je puis dire, inhumé au Panthéon. Parce qu'il ne voulait pas se séparer de sa femme. On a considéré qu'ils étaient inséparables. Voilà, ils sont morts en même temps. Et puis bon, Sophie Berthelot était un petit peu une sainte laïque comme lui, donc on ne les a pas séparés. Et puis n'oublions pas les Curie, Pierre et Marie Curie en 1995, qui sont inhumés au Panthéon dans le même caveau que Paul Langevin, qui fut l'amant de Marie Curie lorsqu'elle devint veuve. Donc là, on a carrément un trio. Il y a des histoires d'adultère. Non, pas d'adultère, elle était veuve. Mais il y a un trio, en tout cas, qui partage un même caveau. Marie Curie n'est entrée en Panthéon qu'en 1995. Oui, il y a très peu de femmes au Panthéon. Il y a donc Sophie Berthelot en 1907, Marie Curie... En tant que compagne, d'ailleurs. En tant que compagne. Marie Curie, alors là, qui est panthéonisée parce qu'elle a eu le prix Nobel, bien sûr, etc. 2 fois le prix Nobel, ce qui n'est pas si courant. Et puis, beaucoup plus récemment, sous François Hollande, Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antonios. Sachant qu'en fait, elles sont au Panthéon de manière honorifique, mais que les corps sont restés dans les cimetières familiaux. Alors, vous le disiez tout à l'heure, depuis 1791. Autrefois, c'était une église, le Panthéon, et c'est devenu c'est un lieu laïque aujourd'hui, depuis la Révolution. C'est un lieu laïque, même s'il est surmonté d'une croix chrétienne. Alors, périodiquement, il est question de l'enlever. Elle fait quand même 1,5 tonnes. Et puis, elle fait partie aussi de l'histoire du lieu, car au départ, d'abord, c'est un lieu qui était occupé par un couvent qui veillait sur la chasse de Sainte-Geneviève. Et puis, en 1744, le roi Louis XV tombe gravement malade. Il fait le vœu d'élever une gigantesque basilique à Sainte-Geneviève s'il est guéri. Il guérit, donc il va bien falloir tenir parole. On va mettre 45 ans à réaliser le vœu du roi. Et au moment où la basilique est terminée, devient l'église Sainte-Geneviève, eh bien la Révolution commence. Et 2 ans plus tard, pour Mirabeau, qui vient de mourir en 1791, on en fait ce temple des grands hommes qu'il est aujourd'hui, même si au XIXe siècle, à plusieurs moments, on a voulu rétablir intégralement ou partiellement le culte dans ce lieu. Et aujourd'hui, c'est Mirabeau. Alors, c'est amusant, Mirabeau, qui fut le premier, même, je crois. Le premier, c'est pour lui. À entrer au Panthéon. Et alors, attendez, ça s'est mal terminé pour lui, parce que... Parce que peu de temps après sa mort, 2 ans après sa mort, on s'est rendu compte que le grand tribun de la Révolution entretenait tout de même une correspondance secrète avec Louis XVI, qui s'était fait un petit peu graisser la patte. On est en pleine terreur, en plein culte de la vertu, donc on le jette. Donc on le sort du Panthéon. On le sort du Panthéon. Tu fricotais avec le roi. Exactement. À telle enseigne que non seulement on le sort du Panthéon, mais on jette ses restes dans le cimetière des pauvres, et qu'on ne sait plus du tout aujourd'hui où est enterré Mirabeau. Ses restes ont disparu. Il a été panthéonisé, puis jeté. Il est remplacé par Marat, qui au bout de 5 mois est également jeté, c'est-à-dire que va être pris... Donc à l'époque, on était panthéonéisé, mais rapidement, on pouvait être dépanthéonéisé. En fait, dépanthéonéisé, effectivement, c'est arrivé, et du coup, il y a eu quand même la raison qui l'a emporté. Donc on a voté un décret, une loi en quelque sorte, qui indiquait qu'il fallait dorénavant attendre 10 ans entre la mort et la panthéonisation, mais ça ne vaut pas en cas de funérailles nationales. D'accord. Alors, quand on arrive au Panthéon, il y a quand même 2 stars qu'on voit vraiment, parce qu'ils ont leur statut, etc. Ce sont Rousseau et Voltaire, qui se font face à face. C'était quand même des ennemis à l'époque. Justement, c'est ça qui est subtil, c'est que ce sont un petit peu on voit la statue de Voltaire qui trône à l'entrée de la... Oui, et puis même à l'extérieur, on a les 2 statues, et puis à l'intérieur, il y a leurs tombeaux qui sont un petit peu particuliers, en bois verni. On est sûr que ce sont leurs restes à l'intérieur? Alors, on n'en est pas sûr et certain, parce qu'ils ont été déménagés pendant la Restauration, et donc en 1897, il y a eu une commission qui s'est chargée d'inspecter les tombeaux pour voir s'il y avait bien les restes des 2 grands hommes à l'intérieur. La commission a conclu que oui. Bon, pouvait-elle
conclure le contraire, je n'en sais rien. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on a les deux grandes phases du XVIIIe siècle. La dimension, comment dirais-je, populaire avec Rousseau, la dimension plus bourgeoise avec Voltaire. Le Panthéon, c'est aussi le lieu de la concorde nationale. Et donc, on ne craint pas de rapprocher des gens qui se détestaient. Alors, il y a plein de caveaux au sous-sol. Il y a le caveau des stars, si j'allais dire. Il y a un caveau où il y a réunis Victor Hugo, Émile Zola et Alexandre Dumas. Pourquoi les avoir mis? Voilà, on le voit. C'est tout petit, hein, ça fait quelques mètres carrés. Hein. Et donc, quand on est au milieu, on est au milieu de ces trois stars. Pourquoi les a-t-on mis ensemble? Ce sont trois grands écrivains, sachant que, bien sûr, ils n'ont pas été mis ensemble au même moment. Oui, parce qu'ils ne sont pas du tout contemporains. Hugo entre en 1885, Zola en 1908, et en fait, c'est une façon de clore l'affaire Dreyfus. Quant à Dumas, c'est beaucoup plus récent, c'est en 2002 seulement. Et où mettre Dumas, sinon à côté de Victor Hugo? Ils étaient amis, ils ont défendu les mêmes causes. Il était relativement logique de le mettre dans ce caveau d'écrivains, finalement. Alors, Victor Hugo, on se souvient il y avait eu des funérailles qui avaient embrasé tout Paris, non, mémorable, hein, en 1885. Oui. Voilà, il y a des photos d'époque qui montrent... Ah oui, et d'ailleurs, c'est pas un hasard si le cortège passe devant le Palais Bourbon, puisque Victor Hugo avait été également député de son vivant. Donc on a un cortège qui part de l'Arc de Triomphe, qui traverse Paris en évitant les quartiers populaires, parce qu'on ne sait pas trop, ça n'a pas donné lieu à des débordements. On passe devant le Palais Bourbon, on remonte le boulevard Saint-Germain, et il entre au Panthéon. 1 million de personnes dans la rue. C'est une cérémonie qui tourne à la fête, hein, bizarrement. Ce sont des funérailles, mais des funérailles joyeuses. C'est le peuple de Paris qui salue l'écrivain qui l'a le mieux célébré, sans doute. Alors, donc, des grands hommes. Et alors, moi, j'ai la liste là, des 76 personnes qui sont au Panthéon. Il y a de parfaits inconnus. Par exemple, Jean-Baptiste Baudin, médecin. François Béguignot, militaire, qui est mort en 1808. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Il y a même un banquier suisse, un certain Perregaux. Simplement, il avait prêté de l'argent à Bonaparte. Il avait misé sur le bon cheval, si j'ose dire. Et donc, il a fait partie des dignitaires de l'Empire. Il faut savoir que plus de la moitié des personnalités qui reposent au Panthéon ne sont pas vraiment panthéonisées, puisque sous l'Empire, il suffisait, si j'ose dire, d'être un dignitaire du régime, par exemple un sénateur, un ministre, mourant dans l'exercice de ses fonctions, pour avoir le droit d'être inhumé au Panthéon. Vous voulez dire que Napoléon a mis tous ses copains au Panthéon de son vivant, quoi. Oui, c'est-à-dire qui occupe du coup la moitié des caveaux. Parce qu'avec le Concordat, la nef était redevenue un lieu de culte catholique. En revanche, au sous-sol, la crypte était nécropole de l'État. Et donc les dignitaires de l'État y étaient inhumés sans que ce soit comparable à une panthéonisation comme aujourd'hui. Et du coup, il y a des personnages assez pittoresques dans cette crypte. Alors, donc, il y a des inconnus, il y a de grandes figures très célèbres. On parlait des erreurs, erreur en tout cas, Mirabeau qui a été sorti après qu'on se soit rendu compte qu'il entretenait une correspondance avec Louis XVI. Vous avez écrit un livre sur l'affreux du Panthéon, c'est qui? Il y a des gens qui ne devraient pas y être, qui y sont par mégarde. Ou par des accidents de l'histoire. Ouais. Claude Ambroise Régnier, donc mon affreux, qui a été titré duc de Massa sous le Premier Empire, c'est un personnage qui a vécu la Révolution française. On trouve sa signature sur le serment du jeu de paume, mais ensuite, un petit peu à la manière des Fouché, des Talleyrand, qui étaient ses compagnons, eh bien, il a changé de camp en permanence. Il est l'un des auteurs du coup d'État du 18 Brumaire, donc c'est un putschiste. Il va être à la fois ministre de la Justice et ministre de la Police. Vous imaginez un petit peu le sort des opposants. Certains vont finir sous la guillotine avec des dossiers totalement fabriqués. Et puis le pompon, on a retrouvé de lui une circulaire qui invitait les préfets à ne pas enregistrer les mariages entre noirs et blancs. Donc en plus, l'auteur d'un texte du racisme vaguement derrière. raciste. Ouais. Bon, voilà, il est là. Il y a des grands hommes, il y a des imposteurs, si on peut dire, mais pourquoi il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas Pasteur, il n'y a pas Camus, il n'y a pas De Gaulle, il manque beaucoup de gens au Panthéon. Oui, De Gaulle est à Colombey, on n'imagine pas qu'il soit ailleurs. Jules Ferry est à Saint-Dié, Clémenceau fait face à l'océan. Ils n'ont pas voulu y être, c'est ça? Alors, il y a ceux qui n'ont pas souhaité ce type de postérité, et puis on tient compte aussi de la vie de la famille. Et donc, il y a un certain nombre de grands hommes qui n'y sont pas. Il n'y a pas de roi de France, par exemple, au Panthéon. Ils sont à Saint-Denis. Et il n'y a pas de président de la République, sauf Sadi Carnot, parce qu'il a été assassiné, ce qui ne fait pas de lui un grand homme. Voilà, et à partir de dimanche, il y aura Simone Veil, donc au Panthéon. Merci beaucoup, Bruno Fulini. Donc, je rappelle votre livre, L'affreux du Panthéon, et c'est aux éditions de La Table Ronde. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.